là ni les écoulements, ni la quantité d'eau qui va passer. Par exemple, si vous avez un barrage قبل, c'est que il va retenir une quantité d'eau en fonction de sa grandeur, en fonction de sa hauteur, sa capacité. Il va retenir et il va lâcher une partie من le débit qui va être transitée vers notre pont. Donc là, hadou, ce sont des informations qu'il faut recueillir le volet hydrologique. L'objectif de l'étude, en fait, les données hydrauliques. Donc, les données hydrauliques, donc là, en fait, les données hydrauliques, toujours c'est les cartes topographiques. Donc, bon, pardon. Pour les données hydrauliques, c'est en fait l'analyse du comportement naturel de l'écoulement d'un cours d'eau. Donc là, c'est local. Lorsque je dis hydrologie, c'est global. Il faut savoir la quantité d'eau اللي غتجمع في داك une grande surface. هذيك la quantité d'eau اللي غتجمع في une grande surface غتجي غدوز في داك le point ديالي. Je zoome على داك le point ديالي pour voir comment il va passer à la quantité d'eau le jet. En fait, les données hydrauliques, c'est en fait les niveaux d'eau, les vitesses et ainsi de suite. Donc, les informations qui sont nécessaires pour les données hydrauliques, c'est pour déterminer les caractéristiques de l'écoulement au droit de franchissement. Comment, avec la quantité de débit, il va passer le point les 1A qui m'intéresse. Mais j'ai un autre point, mais le point qui m'intéresse, c'est pour faire les calculs hydrauliques. En fait, les données hydrauliques, il faut rassembler la morphologie du cours d'eau. Est-ce qu'il s'agit d'un cours d'eau rectiligne? Est-ce qu'il s'agit d'un cours d'eau avec des coudes? La pente du cours d'eau, c'est ce qu'on avait fait en fait la mécanique des fluides, j'imagine. Donc, il faut définir la pente du cours d'eau au droit de la zone de l'étude. La composition du lit et des berges du cours d'eau, c'est pour estimer la rugosité en fait, les calculs hydrauliques. Les calculs hydrauliques qu'on réalise pour la détermination des caractéristiques de l'écoulement à un point de franchissement donné, il y a ce qu'on appelle certaines équations, par exemple l'équation de Manin. Vous avez fait l'équation de Manin? L'hydraulique. Ouais, je dis l'équation de Manin, l'hydraulique ou non? Est-ce que vous m'écoutez là là? Oui, on vous entend, mais pour cette équation, bien cette formule, je ne me rappelle pas. Ah, donc vous l'avez pas fait. Donc l'équation de Mann-Strickler, يعني في le cours ديال la mécanique des fluides ou le calcul de l'hydraulique, c'est en fait l'équation qui permet de déterminer à partir d'un débit la hauteur d'eau et la largeur au miroir et la longueur le plan d'eau. Donc pour pouvoir déterminer les caractéristiques de l'écoulement, il faut en fait il faut rassembler un ensemble de données, donc telles que la rugosité, la composition de l'oued, c'est pour déterminer la rugosité le fond de l'oued, déterminer le type de la section, la pente et ainsi de suite. Donc pour la morphologie, donc on entend sa configuration telle qu'elle apparaît sur une carte topographique ou sur une photographie aérienne. Il y a le tracé en plan le cordon. Par exemple, il y a un coude qui compte des pertes. Il y a des pertes de charge qui connaissent bizarre, il y a les éléments qui sont en relation avec la morphologie du cours d'eau. C'est la morphologie du le cours d'eau. Il y a également tout ce qui est caractéristiques du cours d'eau qui sont en relation avec la morphologie. Donc, le cours d'eau, ça peut être rectiligne ou bien en méandre, en méandre, c'est un effet des coudes, des zones courbes. Donc là, un cours d'eau en méandre, c'est qu'il est en train de, c'est en évolution. Donc en évolution, un cours d'eau qui est en méandre, par exemple là, vous avez de nouveau le tracé d'Iel-Wadsbo sur un tronçon un tronçon où il est en méandre.
Donc l'analyse de morphologie est également utile pour évaluer les mouvements possibles du lit. Ça veut dire que le lit, elle va changer ou qu'il y a des risques d'érosion ديال les berges. Par exemple, les risques d'érosion ديال les berges, là par exemple les culées, il peut y avoir des risques d'érosion au niveau des culées. Donc là, c'est l'utilité de la connaissance de la morphologie le cours d'eau. Et ça permet de prévoir les dispositions palliatives. Par exemple, il faut prévoir des protections en enrochement, il faut prévoir une bonne implantation ديال les culées et ainsi de suite. هذا هو l'utilité c'est ça l'utilité les données sur la morphologie le cours d'eau. Donc parmi les caractéristiques, c'est la pente. Donc c'est un paramètre important qui a une influence directe sur la conception de l'ouvrage. La pente, elle va apparaître en tant que paramètre le calcul, il y a le niveau d'eau, le PHE. Et le niveau d'eau, en fait, c'est que vous avez par exemple, vous avez votre cours d'eau. Donc là, vous avez votre cours d'eau. Bon, je ne l'ai pas très bien dessiné maintenant. Donc là, c'est ce qu'on appelle le PHE. Là, c'est le niveau d'eau. Par exemple, là, c'est le niveau d'eau. Là, c'est ce qu'on appelle le PHE. Donc, le PHE, pour le calculer, vous avez fait le cours l'hydraulique, une équation qui s'appelle l'équation de Manin. L'équation de Manin, en fait, fiha, ce qu'on appelle, la pente. En fait, la pente le cours d'eau. Tout au long, il y a le tronçon de l'étude. Il y a le cours d'eau. Donc, c'est la pente longitudinale, il y a le cours d'eau. C'est à partir le plan topographique qu'on essaie de la déterminer. Il y a également la pente, donc il faut définir une pente représentative. Il y a les secteurs où il sera implanté la structure. Il est déterminé par un levé topographique ou bien il peut être estimé à partir des cartes topographiques. Donc, il y a en fait des fortes pentes qui ont des vitesses d'écoulement importantes, qui ont un problème d'affouillement. En fait, l'affouillement, c'est le creusement le fond du cours d'eau à cause des forces d'eau. Ou il y a une faible pente, il y a des vitesses faibles, ou il y a des dépôts, des matériaux transportés, ou il y a un problème de réduction de la section du cours d'eau. Donc, la connaissance de la pente exacte, elle est très importante. Si on la surestime alors qu'elle est faible, donc il y a un problème de réduction de la section du cours d'eau. Ou il y a le contraire, il y a un problème de creusement de la section d'eau, ou il y a un problème là, les fondations. Pente faible, c'est un problème là, la réduction de la section d'écoulement. Il y a le niveau d'eau, là, الماء يدوز فوق لو بون وإلا عندنا دو فورت بونت الماء غيهبط لتحت يعني غيحفر إلا عندنا دي فيتيس ديكولمون امبورطونت الماء l'eau il va creuser sous les fondations ويقدر يطيح l'ouvrage vers le bas. Donc إلا كان réduction de section c'est الماء غيطلع الفوق وإلا كان forte vitesse الماء غيهبط لتحت و c'est risque de minage ديال les fondations, c'est-à-dire يقدر يكونوا يقدر يطيح l'ouvrage à cause des vitesses fortes. Donc la pente elle est très importante, c'est un paramètre très important la conception hydraulique d'un pont. Il y a également la section type, c'est en fait lorsque vous allez faire le calcul hydraulique, c'est que vous devez avoir nécessairement une section type le place اللي réduit فيها الماء là où il est implanté l'ouvrage ديالنا, c'est pour voir la forme de la section, la largeur de la hauteur de et ainsi de suite. Il y a également la rugosité. La rugosité, c'est en fait la composition de le lit. Donc, vous avez la quantité d'eau, l'énergie potentielle et une énergie cinétique. Donc, ce sont les forces motrices, mais qu'il y a les forces les forces de résistance, les forces de frottement. Le frottement, il se fait
elle a les berges. يعني si vous avez la section ديالنا كيكون عندها un frottement tout au long ديال les parements ديال la section اللي فيها le contact entre الماء et la section. هنا donc il faut estimer la rugosité ديال la rugosité ديال le lit. En fait, c'est une fonction de la composition granulométrique ديال le fond, la présence en nom de la végétation. هادو كاملين كاينين des tables qui permettent à partir de la connaissance les terrains, à partir de la connaissance de la végétation qui compose le fond le cours de Diana, on peut estimer le coefficient de rugosité à introduire l'équation de Manin. Donc je ferai tout de suite un petit rappel à le calcul hydraulique une fois qu'on termine à la partie les données. Donc là, en fait, on a terminé à la partie. Donc, pardon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? C'est bon? Oui. Très bien. Donc on passe, je ferai, bon, en principe, vous avez en quelque sorte un cours d'hydraulique. Donc je ferai un petit rappel. Là, l'hydraulique les cours d'eau. Comme ça, surtout c'est primordial la conception des ponts. On va faire un tout petit rappel. Là, le calcul hydraulique. Le calcul hydraulique pour un pont, comment on détermine le niveau d'eau, la largeur au miroir et les vitesses au droit d'un écoulement pour un petit peu faire la conception. C'est un paramètre très important. Je prévois un rappel. Merci. Rien. Donc là, la conception qui maintenant une fois qu'on détermine la plupart du temps on aura à faire à la conception d'un pont sur un cours d'eau. Bon, lorsqu'on franchit en quelque sorte un obstacle artificiel, c'est simple, la longueur et la hauteur c'est fixé par les contraintes d'exploitation de la voie qu'on va franchir. Par exemple, si on franchit une voie ferrée, donc il suffit de contacter le maître ou bien le gestionnaire de la voie ferrée qui est l'OCF pour vous fixer les contraintes d'exploitation imposées. Elle a le gabarit, elle a la longueur de l'ouvrage, la longueur à donner à l'ouvrage.
par contre, ملي كتكونوا un franchissement d'un cours d'eau naturel, كتكون une étude hydraulique que vous devez mener pour caractériser l'obstacle ديالكم. Donc une fois que vous avez déterminé la quantité d'eau qui va passer à travers le point de franchissement ديالكم, vous devez voir comment la quantité d'eau il va passer le point d'intersection entre le pont et plutôt le point d'intersection, voilà, le point d'intersection entre la voie portée et l'obstacle naturel franchi. Donc l'objectif d'un calcul hydraulique, c'est en fait pour la période de retour du projet, c'est-à-dire la période de retour, c'est en fait c'est une donnée qui est fixée par le maître d'ouvrage. Vous avez en fait la notion de période de retour, c'est une notion statistique ou bien probabiliste. Donc lorsqu'on a une quantité physique qui varie d'une façon aléatoire, dont on ne sait pas exactement la loi de variation de là, quand on l'aborde d'une façon probabiliste. Et lorsqu'on va l'aborder de cette façon probabiliste par un ajustement statistique, كتبان لنا هذه la notion de période de retour, c'est-à-dire l'événement probabiliste quelle est l'occurrence, la période d'occurrence dialogue, si vous voulez la fréquence dialogue. Par exemple, il y a des événements qui peuvent se répéter chaque 100 ans, il y a des événements qui peuvent se répéter chaque 10 ans, chaque 50 ans, et ainsi de suite. La période de retour, c'est une période de l'événement. La durée de vie de la chaussée, c'est une chose qui est fixée par le maître d'ouvrage en fonction de sa politique d'investissement. La durée de vie, elle est liée à la structure, c'est-à-dire c'est en fonction des caractéristiques des matériaux qui composent la chaussée, les sollicitations et les semis, qu'est-ce qu'on a une certaine durée de vie. Alors que la période de retour elle est liée à un événement. Par exemple le vent, par exemple la température, par exemple les débits. Là, c'est des périodes de retour qui sont liées à des événements. La durée de vie, ce sont des notions qui sont liées à des structures. Donc là, pour la période de retour du projet, on va calculer les caractéristiques de l'écoulement. Généralement, la période de retour elle est de 100 ans. Pour les ouvrages importants, pour les axes importants, par exemple les routes nationales, les routes régionales, les autoroutes, là c'est généralement des périodes de retour de 100 ans. Alors que les périodes pour les routes de faible importance, en fait, telles que par exemple les routes provinciales ou certaines routes régionales, la période de retour, elle est de 10 ans, 50 ans, 20 ans. Mais sachez que la période de retour, elle est fixée par le maître d'ouvrage. C'est impérativement fixé par le maître d'ouvrage. C'est pas à vous de la fixer, mais c'est le maître d'ouvrage de vous la communiquer. Donc, les caractéristiques d'écoulement qu'on va calculer au niveau de l'ouvrage à construire, c'est en fait les niveaux d'eau, c'est-à-dire la hauteur d'eau, qui est la largeur au miroir, c'est-à-dire la largeur du plan d'eau. Au niveau le niveau d'eau qui correspond au débit là. Donc à travers nos compétences en hydrologie, on va estimer la quantité d'eau qui va passer dans le point, et par l'hydraulique, on va voir comment la quantité d'eau va passer le point de franchissement, avec quelle hauteur et avec quelle largeur, au niveau de la hauteur, auquel il va évidemment avec quelle vitesse. Donc la partie hydraulique, donc on va voir les caractéristiques du cours d'eau, on l'a déjà en fait vu, quels sont les concepts fondamentaux d'écoulement à surface libre, les relations au niveau d'IB, un exemple d'application. Donc la première caractéristique c'est la pente, on l'a déjà fait, donc la pente, c'est-à-dire la pente longitudinale du cours d'eau. Le long le sens d'écoulement, vous allez faire un niveau topographique le fond le cours d'eau pour déterminer la pente longitudinale, la pente représentative de la section d'écoulement. Par exemple, vous avez à construire un pont, vous allez par exemple faire un levé topographique 200 mètres avant l'ouvrage et 200 mètres après l'ouvrage, et vous allez
constitue une section type et un profil et une pente longitudinale ديال l'écoulement ديالكم. Donc la pente doit être choisie la plus représentative ديال le secteur d'étude. Et là quand la pente elle est constante, tant mieux. Donc là on peut se contenter d'une seule pente. Et là quand la pente ça change brutalement, là ça change significativement, d'une façon significative, donc là il faut vraiment moderniser deux tronçons le cours d'eau pour un petit peu se placer dans les conditions réelles. Donc ensuite une fois qu'on détermine une pente longitudinale, on doit déterminer une section type. Donc une pente longitudinale dans le sens longitudinal par exemple à le cours d'eau, on va faire une coupe à le sens pour avoir une section type. Donc en quelque sorte on a constitué la géométrie en 3D. Le tracé routier c'est un profil long, c'est un profil en travers. Donc là en quelque sorte on considère les conditions comme quoi il a le cours d'eau il est rectiligne. Donc là c'est bon, on a en quelque sorte arrêté la géométrie. La géométrie d'emploi. Et là quand le cours d'eau il est courbe, on passe par une modélisation d'un logiciel. Donc tel que ECRAS, donc c'est un logiciel qui permet de faire la modélisation hydraulique de l'écoulement. Mais bon, la section type c'est en fait une coupe transversale le long de l'oued. Nous avons l'oued, on fait une coupe transversale. Donc les caractéristiques la profondeur d'eau, la section d'écoulement, le périmètre mouillé. Le périmètre mouillé c'est la partie léa en contact avec l'eau. Ce qu'on appelle le rayon hydraulique c'est la section sur le périmètre mouillé et la largeur au miroir. Donc on a les caractéristiques de la section type. Donc elle est mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cours d'eau et elle est rarement constante sur toute la longueur de ce dernier. Mais généralement la constante de l'écoulement ça peut changer. Donc il est important de définir une section type qui soit la plus représentative possible du secteur où il sera implanté l'ouvrage. Donc voilà, il y a le sens d'écoulement. Donc là c'est on considère un cours d'eau. En fait on fait des coupes. On a une coupe par exemple à ce niveau, B, B, C, C. En fait lorsqu'on a des sections qui changent, on va passer la modélisation avec un logiciel avec plusieurs sections. Mais quand la section elle est constante, on peut se contenter d'une modélisation, ce qu'on appelle la modélisation en écoulement uniforme. C'est-à-dire écoulement uniforme, c'est-à-dire les caractéristiques de la section, elles sont constantes. On dit une pente constante et on dit une section type constante, on dit une rugosité constante. Donc là, c'est des sections d'écoulement, ce qu'on appelle les sections d'écoulement uniformes. C'est par exemple le cas d'un canal. Une conduite, là, un canal artificiel bétonné, et là, ce sont les conditions idéales d'un écoulement uniforme. Il faut également qu'on ait la composition des lit et les berges. On essaye de déterminer la composition des lit, c'est pour en fait estimer la rugosité des lit et les berges. Donc l'estimation de la rugosité des lit et les berges, on en a déjà parlé, parce que c'est un paramètre qui apparaît directement dans les équations. Donc, quelles sont ce qu'on appelle les caractéristiques de l'écoulement fondamental à déterminer, qui est la vitesse d'écoulement, la profondeur d'eau et le débit. Donc on doit les déterminer et les interpréter. Donc là, l'étude d'un cours d'eau est réalisée en considérant un écoulement unidimensionnel. Ça veut dire qu'il dit un écoulement un seul sens. Mais qu'il dit des écoulements plusieurs directions. Mais qu'il dit un écoulement plusieurs directions, ça se passe surtout une zone inondable. Là, on dit par exemple un cours d'eau mftouh. Donc là, je dois passer par une modélisation bidimensionnelle. Mais généralement, les projets, la plupart des projets, on travaille en unidimensionnel, c'est-à-dire en supposant une vitesse d'écoulement uniforme, vitesse moyenne sur toute la section d'écoulement. Donc on a une seule vitesse.
Et l'écoulement dans un cours d'eau se fait à surface libre. Donc, on a dit un écoulement à surface libre, c'est-à-dire la surface de l'eau, elle n'est pas en contact avec ni avec des matériaux, mais c'est à surface libre. Donc, on distingue un écoulement permanent en non permanent, un écoulement uniforme en non uniforme, laminaire ou turbulent, fluvial ou torrentiel ou critique. Je crois que vous avez fait les différents termes dans le cours de la mécanique des fluides. Hmm? Oui, oui, plus ou moins. Très bien. Donc là, pour déterminer le type d'écoulement, on se base sur ce qu'on appelle le nombre de Reynolds, sert de critère pour distinguer entre écoulement laminaire et écoulement turbulent. Ok, le nombre de Froude qui sert de critère pour distinguer les écoulements fluviaux et les écoulements torrentiels. Et les écoulements des cours d'eau naturels, ce qu'on utilise plus, c'est le nombre de Froude pour différencier entre un écoulement fluvial, les qu'on fait un effet les autour d'eau, ils sont importants généralement, ou un écoulement torrentiel, l'effet généralement les vitesses importantes. C'est le nombre de Froude qui nous intéresse beaucoup plus la conception des ponts. Donc là, c'est les différents critères de distinction entre différents types d'écoulement. Par exemple, la vitesse permanente, la vitesse en un point d'écoulement est constante en fonction du temps. Et le temps n'intervient pas l'écoulement. On calcule avec une seule vitesse ou bien on calcule avec un seul débit. Quand est-ce qu'il y a un écoulement, il n'est pas uniforme, c'est surtout par exemple lorsqu'on a un barrage qui est en train de régulariser le cours d'eau. La vitesse en écoulement uniforme. On parle de vitesse constante le long du tronçon ou bien de vitesse qui varie le long du tronçon. Généralement, les vitesses, lorsqu'on fait une vitesse constante, c'est l'écoulement uniforme. Il y a des conditions pour qu'on se place les conditions d'écoulement uniforme. Quel est l'écoulement laminaire ou turbulent? C'est en fait l'équilibre, le rapport entre les forces de viscosité et les forces d'inertie. Les forces de viscosité et les forces d'inertie, donc c'est lorsqu'on fait la différence entre les deux, ça nous donne le type d'écoulement, il est laminaire ou bien turbulent. Ok, également le rapport entre les forces d'inertie, c'est-à-dire la hauteur, et les forces de gravité. Donc on a, lorsqu'on fait la différence entre les deux éléments, donc là, en fait, ça nous donne l'écoulement il est fluvial ou bien l'écoulement il est torrentiel. Les forces d'inertie c'est en fait la vitesse mais à la pente. Les forces de gravité c'est en fait la hauteur. Et la hauteur ça il a tendance à n'être qu'à l'écoulement alors que la pente mais à la vitesse il a tendance à l'écoulement c'est l'inertie. Donc là la vitesse c'est les forces d'inertie. Donc là c'est le rapport entre les deux. Ça donne en quelque sorte le type d'écoulement. Le plat, c'est fluvial. La montagne, c'est plutôt torrentiel. On dit qu'on dit un changement de régime, il passe par un point qu'on appelle un écoulement critique. Donc le critère de base, c'est le nombre de Froude qui va permettre. Donc l'équation de base l'analyse des écoulements à surface libre, c'est en fait l'équation d'énergie. L'énergie totale dans un point d'écoulement est donnée par l'équation, c'est l'élévation de lit qui représente l'énergie potentielle, la profondeur d'eau qui représente l'énergie de pression, ok, HV, l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse. Donc, ok, ce qu'on appelle l'énergie spécifique, c'est en fait l'énergie totale en un point de l'écoulement moins l'énergie potentielle en fait de l'altitude le fond le cours d'eau. Donc là c'est une représentation des différents termes de l'équation d'énergie. Donc là vous avez fait je crois chiffre la mécanique des fluides. Donc le nombre, comme j'ai déjà dit, le nombre de Froude est un paramètre important
les calculs l'hydraulique ديال les ponts. Donc ça permet de voir les conditions d'écoulement, des forces d'inertie, des forces de gravité. En fait, c'est lui qui nous donne en fait il y a un risque أنه يكون عندنا des dépôts, ou là il y a un risque أنه يكون عندنا des affaissements, des creusements ديال le cours d'eau. Donc c'est en fait un écoulement torrentiel qui fait des vitesses importantes. Dans ce cas, donc, il y a un risque d'affaisement. Heureusement que généralement, les écoulements torrentiels ils se produisent les montagnes, ou les montagnes qui connaissent en fait généralement des sols qui sont rocheux. Ou le contraire, les zones les zones les firmes en écoulement fluvial, sauf qu'il peut se poser des problèmes de dépôt de matériaux. Donc le nombre de fraudes, c'est en fait le rapport entre la vitesse moyenne, l'accélération de la gravité, mais la surface d'écoulement. La surface d'écoulement. Donc la largeur au miroir, c'est la longueur. Donc là, c'est la longueur le plan d'eau. Donc il a qu'un indice FR inférieur à 1, c'est un écoulement fluvial. Il a qu'un indice FR inférieur égal à 1, c'est un écoulement critique. Il a qu'un, donc là, c'est des rappels par rapport à ce que vous avez fait. La hauteur critique, c'est pour un débit donné, correspond à la profondeur pour laquelle l'énergie spécifique est minimum. C'est-à-dire c'est le minimum via l'énergie spécifique. H critique. Donc nous avons un aya pour une section donnée et un débit donné. Donc on a la représentation de l'énergie spécifique en fonction de la hauteur d'eau. Donc au niveau de le minimum d'énergie spécifique, c'est ce qu'on appelle la hauteur critique. Donc à partir de maintenant, un débit, on peut le faire passer de deux façons. D'une façon torrentielle, plutôt fluviale, ou bien d'une façon torrentielle, c'est la hauteur d'eau comparée à la hauteur critique. Donc c'est pour ça, lorsque vous allez faire les modélisations, l'estimation de la pente, ça vous permet de dire est-ce que je suis en présence des écoulements fluviales ou là des écoulements torrentiels. Et en fait, lorsque vous avez fait par exemple la modélisation en logiciel, il vous demande de spécifier le régime potentiel des mots qui nous connaissent comme le cours d'eau. C'est à vous de le spécifier. Il fait les calculs. Si vous trouvez comme quoi, en fait, les résultats que vous obtenez, ce sont des résultats un peu aberrants, donc là, vous devez rectifier le régime d'écoulement. Sinon, vous pouvez travailler en régime mixte. Et en fait, c'est quoi l'impact de le choix de le régime? C'est que il faut des conditions et limites différentes. Il a une condition et il a un régime torrentiel. Il faut lui spécifier des conditions aux limites flamands. Il a un régime fluvial. Il faut lui spécifier des conditions aux limites flavales. Donc flaval la fin ديال le cours d'eau هو كيبدا الحساب من la fin ديال le cours d'eau كيعاود يرجع vers l'amont. وإلا كان un régime torrentiel, il faut lui spécifier il faut spécifier les conditions aux limites. Par exemple une hauteur d'eau avec laquelle il va commencer son calcul et il va continuer le calcul vers l'aval. Donc c'est en fait parce que l'équation d'énergie, on la résout par itération successive. En fait, lorsque les conditions d'écoulement sont uniformes, donc on peut utiliser ce qu'on appelle l'équation de Manin. Mais l'équation de Manin, attention, elle est utilisable seulement lorsque vous avez des conditions uniformes d'écoulement. Donc le profil de la surface et celui de la ligne d'énergie sont parallèles au lit. C'est-à-dire que c'est la pente qui est le paramètre qui conditionne les différentes énergies. En fait, la ligne d'énergie, elle est parallèle à la ligne du profil le fond le lit. Donc là, l'équation de Manin, la vitesse. La vitesse est égale à 1 sur n. N est la rugosité, le coefficient de rugosité, c'est-à-dire une fonction des matériaux qui composent le fond du cours d'eau. Elle apparaît également le rayon hydraulique.
On a dit que le rayon hydraulique c'est A sur PM. A sur PM, en fait PM c'est le périmètre mouillé. Si je fais un dessin là, j'ai par exemple là autour d'eau. Donc le périmètre mouillé, il y a de la partie qui est en contact avec le. Et la section mouillée, il y a en fait de la section, il y a la section mouillée d'y. On dit S, slope, c'est la pente du cours d'eau, ou bien I. Parfois on la note I, parfois on la note S. Donc 1 sur N, RH à la puissance 2 sur 3, racine de S. C'est-à-dire il y a la vitesse, les 4 atteignés. Donc attention, la formule de Manin ne met en relation que la profondeur normale. La profondeur normale, la section, c'est la profondeur qui correspond à un écoulement uniforme. Yani, si vous voulez, c'est une profondeur hypothétique. Yani, Kaina sous hypothèse à ce que l'écoulement soit uniforme. Yani, quand il y a l'écoulement uniforme, alors la section, la profondeur de la section, on l'appelle la profondeur normale. Donc, c'est-à-dire la section, la profondeur d'eau atteinte dans le cours d'eau en régime uniforme. Et quelqu'un dit un régime uniforme, une section constante. Là, quand on a la profondeur qui s'appelle la profondeur normale. Lorsque j'ai les conditions d'un écoulement uniforme, je peux utiliser l'équation de Manin. Si je n'ai pas les conditions d'écoulement uniforme, je ne peux pas utiliser l'équation de Manin. Ok? Donc, au droit des singularités, au droit des singularités, la profondeur réelle pourra être notablement différente de la profondeur normale. Par exemple, vous avez par exemple un cours d'eau, l'effet fluide, un tronçon, l'effet c'est la largeur de l'ouette. Après, vous avez un étranglement. Et là, vous avez un étranglement par exemple. Et là, vous pouvez avoir des conditions d'écoulement uniformes. Et là, des conditions d'écoulement uniformes. Mais dans cette zone, c'est une zone de singularité. Et là, il y a des profondeurs d'eau qui sont en fait loin d'elle, loin de la profondeur uniforme. Il y a une singularité. Il y a la quantité d'eau, par exemple, dans le sens d'elle. Et il y a un étranglement. Il y a un remous, ce qu'on appelle un remous. Il y a un rehaussement le niveau d'eau. À ce niveau, la section est réduite. Oui, la qualité de fait le sens, il y a une chute de le niveau d'eau. Il y a une ouverture de la section offerte à l'écoulement. Donc là, au droit des singularités, c'est par exemple, vous allez construire votre pont à ce niveau-là. Il ne faut pas utiliser l'équation de Manin parce que vous risquez d'avoir un niveau de pHE, un niveau des plus hautes zones, un niveau d'eau, les rois sous-estimés. Comme lorsque vous faites, vous supposez un écoulement uniforme, vous avez supposé que la section d'écoulement est comme ça. Alors que réellement, il n'est pas comme ça, il est réduit à ce niveau-là. Donc maintenant, il est réduit à ce niveau-là. La partie qui elle n'est plus offerte à l'écoulement. Donc la section il va être réduite, automatiquement le niveau doit être là. Si vous réduisez la section offerte à l'écoulement, donc automatiquement le niveau doit être là, la vitesse va être là. On va être là maintenant le niveau d'eau, et ça vous risque par exemple si vous avez par exemple posé votre pont là. Donc, vous n'avez pas tenu compte de l'enrichissement. Il y a un niveau d'eau qui va dépasser, en fait, qui va dépasser votre pont. Donc là, il faut faire attention au droit d'y aller singularités, surtout lorsque nous avons un étranglement. Là, il faut faire attention à ce que, si possible, on a
le niveau d'eau il peut dépasser le niveau d'eau normal, qui correspond à des conditions d'écoulement qui sont normales. Donc pour l'équation de Manin, il y a un ensemble de paramètres. Donc le premier paramètre c'est le coefficient de Manin. Le deuxième c'est le rayon hydraulique. Le troisième c'est la pente. Donc pour le premier paramètre de l'équation de Manin, elle dépend du matériau de lit, la présence de végétation, l'irrégularité du cours d'eau et la profondeur d'eau. Donc par exemple, si vous avez par exemple une section d'écoulement, c'est vous avez un lit principal, ok, il y a un coefficient de Manin, il y a un deuxième coefficient de Manin, il y a trois, il y a Fleberge qui a un coefficient de Manin, off, le fond, il y a un coefficient de Manin, il y a par exemple, il y a des végétations, ainsi de suite, par exemple, il y a des végétations, Fleberge, on a un coefficient de Manin différent, ou les matériaux de l'héberge, ils peuvent être différents des matériaux il peut être différent des matériaux des berges. Donc là, pour calculer le coefficient de Manin équivalent de la zone, on a maintenant un périmètre mouillé donné, c'est-à-dire une partie une partie de la berge qui est en contact avec l'eau, on a une partie de la berge en contact avec l'eau, on a la partie de le fond qui est en contact avec l'eau. Donc on a plusieurs coefficients de Manin qui sont différents. Pour calculer le coefficient de Manin total, c'est en fait le Manin, c'est le Manin pondéré par les périmètres mouillés. Ça veut dire, en fait, l'impact de la rugosité, c'est la résistance, c'est en fait la résistance à l'écoulement. La résistance à l'écoulement, la participation du coefficient de Manin, la résistance à l'écoulement, il va passer à travers, il passe à travers le périmètre mouillé, c'est-à-dire la partie en contact avec l'eau. La participation de l'héberge, c'est en fait sur de la partie, et la participation de le fond, c'est en fait de la partie. Donc c'est pour ça on fait un coefficient de Manin pondéré par le périmètre mouillé. Le paramètre qui est en quelque sorte corrélé, le paramètre en fait ou bien couplé le coefficient de Manin, l'équation de Manin. Donc l'équation de Manin, la valeur qui correspond au coefficient de Manin, c'est en fait, si vous voulez, la variable associée le coefficient de Manin, l'équation de Manin-Strickler. Bon, on ne parle pas de l'équation de Manin-Strickler, c'est en fait le périmètre mouillé. C'est pour ça, lorsqu'on veut calculer un coefficient de Manin équivalent les différents coefficients de Manin, on fait un coefficient de Manin pondéré par le périmètre mouillé. Donc là, c'est l'équation d'elle. Le coefficient de Manin, c'est on a PM1 sur PMT. Le PMT, c'est le périmètre mouillé total. Toute la partie est en contact avec l'eau. Donc, Candiro, c'est une moyenne pondérée. Ça veut dire, on va calculer N1 fois PM1 plus PM2 fois N2 plus PM3 fois N3 fois N2. Et généralement, les berges, ils ont le même coefficient. C'est pour ça qu'on a un seul N2. Sinon, on peut avoir N3. Si vous avez par exemple un lit très très large et que vous avez des différences de matériaux, donc il peut y avoir tout simplement le périmètre le coefficient de Manin, ça va être tout simplement tout simplement la somme des LPI fois les NI sur la somme des les PMI, c'est-à-dire les périmètres mouillés, la somme des périmètres mouillés fois les coefficients de rugosité sur le périmètre mouillé total. Donc là, c'est un moyen pondéré. Une fois qu'on détermine le coefficient de Manin pour les différentes sections, on calcule en fait la courbe de Tarrage qui s'appelle c'est la courbe de l'équation de Manin.
en fait في الأول عندنا V هي 1 sur N RH 2 tiers, donc en fait RH, donc j'ai pas, donc RH, le rayon hydraulique, c'est tout simplement هذه هي شي problème. Non, non, c'est juste question de déconnexion et connexion. Pas de problème. Donc هنايا l'équation de Manin كما قلنا, donc هنا c'est en fait les grandeurs, surtout la périmètre mouillé, donc le périmètre mouillé c'est en fait ça, donc plutôt la section mouillée AM, c'est la section mouillée, la section mouillée qui est la force motrice de l'écoulement, ou c'est le périmètre mouillé. En fait, le rayon hydraulique, c'est le rapport entre les deux. Et en fonction de la forme de la section, une certaine forme, un certain rapport entre le rayon, en fait, le rayon hydraulique, ça représente la forme de la section. Et par exemple, si j'ai une section triangulaire, c'est pas comme si j'ai une section trapézoïdale, le rapport entre la section mouillée, mais le périmètre mouillé, ça va différer. Donc en fait, le rayon hydraulique, ça représente la forme de la section. Donc la vitesse est dit, si on veut le débit, en fait le débit c'est tout simplement la vitesse fois la surface. Donc Q c'est en fait c'est V fois A. C'est-à-dire en fait la vitesse. Donc plutôt le débit. Donc c'est 1 sur N RH à la puissance de tiers racine de S. S c'est la pente. Donc c'est la vitesse. On l'a multiplié par A. On l'a multiplié par A. Et ça nous donne le débit. Donc c'est ce qu'on appelle la courbe de Tarrage. En fait la courbe de Tarrage c'est la représentation. La courbe de Tarrage c'est la représentation du débit en fonction de H pour une section donnée. J'ai une section, je fais varier H, la section avec un certain N, avec une certaine pente, le RH il va dépendre de H. Donc lorsque je fais varier H, à chaque fois je vais avoir un certain débit, et la courbe de Tarrage c'est ça. Donc ça, c'est ça la courbe de Tarrage, et il y a la courbe représentative de l'équation. En fait, ce qui est connu, c'est en fait débit. Il y a la partie connue. Ce qu'on veut déterminer, c'est en fait le H. La hauteur d'eau. Donc c'est le H qu'on veut déterminer. Donc l'inconnu d'Yanna. Vous voyez l'équation. L'équation, elle est en fait, c'est pas une équation simple à résoudre. Il y a 2 tiers ou déjà RH. Alors qu'il y a RH, en fait, RH c'est A, c'est A, en fait c'est A sur PM, ou A, c'est pas aussi évident à calculer, la forme de la section il est un peu chkel. Donc là, c'est une équation difficile à résoudre. C'est une équation qui est difficile à résoudre, même avec une section la plus simple qu'elle soit, il y a par exemple une section rectangulaire. Donc, les 2 tiers, ça nous donne une équation de 3e degré ou de 6e degré. Donc là, la façon de faire, c'est, en fait, pour calculer le Q qui correspond à H, il est simple. Il suffit de remplacer RH et on peut calculer, pour un H donné, on peut calculer facilement un débit correspondant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on commence par calculer, pour chaque H, on commence par calculer le débit correspondant et on essaye de dresser la courbe de Tarrage de la section. On prend le débit de projet d'Yanna, donc on a le débit de projet qu'on a calculé, on le projette là, la courbe de Tarrage, et ça va nous donner ce qu'on appelle le PHE, c'est-à-dire le PHE, c'est, donc là, c'est, en fait,
c'est les plus hautes eaux, c'est-à-dire les niveaux d'eau qui correspondent à notre QP, c'est-à-dire le Q de projet. NL, c'est QP. Donc nous avons un certain Q de projet. Bon, désolé pour l'écriture. Nous avons un PHE. Donc là, à partir de la courbe de Tarrage, on peut déterminer le PHE. Donc en essayant de dresser la courbe représentative des équations, sinon on travaille avec ce qu'on appelle la valeur cible Excel, ou bien on peut la résoudre par itération successive. C'est ça la méthode de résolution de l'équation de Manin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? C'est bon. C'est bon, c'est très bien, surtout par rapport à la partie de l'hydraulique. Est-ce que vous serez capable de déterminer la valeur de le PHE, le niveau d'eau, qui va correspondre en fait, une fois qu'on détermine le niveau d'eau, alors les autres éléments, par exemple la largeur au miroir, c'est tout simplement, on fait l'intersection de le plan d'eau, mais l'intersection de le plan d'eau, il y a la longueur de l'obstacle à franchir, la longueur de le plan d'eau. On fait ça, c'est ça ce qu'on appelle la largeur au miroir. Où les vitesses, on les a déjà calculées. Donc la hauteur, il a dit, quand on a la hauteur, donc la largeur. Donc avec ça, on peut faire le dimensionnement le pont d'IL. Donc, c'est-à-dire le choix d'IL, en fait, monsieur, le dimensionnement, mais le choix d'IL, la géométrie globale de notre pont. Donc, d'abord... Si c'est possible d'avoir un petit exercice concernant ce point, ce sera... Ok, très bien. Donc, on va passer, en fait, un exemple d'application. Donc, on considère un cours d'eau, yak, dont notre tronçon à l'étude est relativement rectiligne et uniforme et dont la pente longitudinale est de 0,8%. Donc 0,8 mètres pour 100 mètres. Donc le lit principal est composé d'herbes. De plus, le cours d'eau renferme quelques irrégularités. Le coefficient de rugosité de Manin choisi est donc 0,04 pour le lit et 0,03 pour les berges. Donc les valeurs d'IL, les coefficients de Manin. Il y en a un lit, l'effet 0,04 وفي les berges عندنا 0,03 le coefficient de Manin. هذه هي la forme de la section ديالنا. OK, la forme de la section c'est ça. Donc des pentes de 1 pour 2, 1 pour 2. Donc 2 verticales, 2 horizontales pour 1 vertical. OK, donc هذه هي la forme de la section ديالنا. Ce qu'on demande c'est d'établir la courbe de Tarrage. On vous demande d'établir la courbe de Tarrage de la section, c'est-à-dire la variation de le débit en fonction de la hauteur et de déterminer le PHE qui correspond à un débit de 20 mètres cubes par seconde. OK? Alors vous essayez de faire de l'exercice. D'accord, excuse-moi monsieur, est-ce que vous pouvez revenir vers les diapos précédents, comme ça on peut noter l'équation, parce qu'on n'a pas encore le coup. Voilà, il y a l'équation. Ada, c'est le coefficient de Manin. RH, c'est en fait le rapport entre la surface mouillée et qui dépend de H. Oui, on peut voir même le diapo précédent. Ada. Oui, celui-là et celui qui précède aussi. Ada. Non, celui qui contient l'équation générale. Voilà, celui-là, c'est bon, parfait. Donc, Ada, en fait, c'est le même que le débit. Réalité qui fait le A. OK? En fait, ce diapo, il donne... la signification. Quoi RH, le rapport RH. Voilà, RH. Voilà, exactement. A sur PM. A, c'est la section mouillée qui est fonction de la hauteur d'eau. Et PM également, c'est fonction de la hauteur d'eau. En fait, c'est à partir de là qu'on va calculer le niveau de PHE.
la courbe de Taraj et par conséquent le niveau de PHE. Ok, vous essayez un petit peu essayez de faire l'exercice. Ensuite, on va faire la méthode de la façon de le corriger. Ok. D'accord. Vous prenez un quart d'heure pour un petit peu réfléchir et essayer de faire. Comme ça, on fait ensuite l'exemple. On va le faire en fait Flexel et on va voir comment les étapes, on va les faire une à une Flexel. Comme ça, en fait, lorsque vous allez travailler un projet, vous allez travailler sur Excel ou sur un logiciel. Est-ce que c'est bon? Donc c'est bon par rapport les équations. Vous avez retenu les équations. On revient vers du diapo. C'est bon. Donc là c'est Le dernier diapo, le schéma. voilà le schéma. Donc en fait vous avez bon en fait في هاد الديابو vous aurez هنا le n ديالنا c'est le n هنايا c'est 0,03. هنايا c'est 0,04. En fait en fait 0,03. Ok, la pente c'est S, les slope, bon c'est 0,08%. Voilà 0,8%. 0,8%. C'est bon, à donner les informations de l'équilibre. Donc, si on fait D'accord. c'est bon, donc à deux c'est suffisant pour faire l'exercice. Donner les informations, vous essayez d'établir déjà les formules. Il y a que les formules de calcul, donc il y a le RH, il y a les PM. Vous essayez de faire un tableau. Donc vous essayez en fait de faire un tableau. Le tableau qu'on fait en fait là vous allez faire le calcul. Bon, dans un premier temps, vous allez établir les formules ديال كل حاجة. Ensuite, vous allez faire le calcul pour plusieurs hauteurs pour déterminer la hauteur d'eau qui correspond à votre projet. Donc, on attend غير يتحل. Sinon, vous commencez déjà. Donc, vous allez construire un tableau. Il y a de faire le S par exemple. C'est 0,08
plutôt 0,8. Donc pour 100, donc ça, il faut la diviser. Donc ça va être 0,8 plus divisé par 100. Pour la rendre en mètres par mètre. Donc là, vous allez définir votre H, H qui va varier. Vous allez calculer PM1. Vous allez calculer PM2. Vous allez calculer le N équivalent. Donc équivalent. OK. Donc vous allez calculer le N équivalent. Vous allez calculer donc vous allez calculer en fait vous allez calculer le PM total. Bon, vous allez calculer le PM total. Vous allez calculer le N équivalent. Vous allez calculer le AM, la section mouillée. Vous allez calculer le RH. OK. Et ensuite, vous allez calculer le Q correspondant à H. Q en fonction de H. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Excel, ce que je fais في Excel, كيبان لكم ياك؟ Oui, oui. Très bien. Donc, هنايا vous aurez en fait يعني N1. Donc, N1, vous allez, on a déjà N1. C'est en fait 0,04. وعندنا N2 اللي هو ديال لي برش. Donc, c'est N2, c'est en fait N2, c'est 0,03. Donc avec ça, vous allez pouvoir calculer les différentes grandeurs. Et H, vous allez le subdiviser par exemple 0. C'est 0. Donc en fait, on va commencer par quelque chose donc non nul. Donc par exemple 0,1. Et ensuite, on va aller à un certain pas, par exemple 0,5 ou bien. On verra donc par la suite. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Ensuite, vous allez pour chaque H calculer, vous allez déterminer la formule déjà, PM1, où vous allez en fonction de H, tout ça c'est en fonction de H. Donc c'est PM total, c'est en fonction de H également. En bête Q, ça va être tout simplement dès que la formule on va calculer le QH en fonction des différents paramètres. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc allez vous essayer d'établir les formules, il y a les différents paramètres qui vont intervenir sur le calcul. Ensuite on va faire la correction ensemble. Ok. D'accord. Si quelqu'un a une question de Shihaja, je suis à votre écoute. Donc, si jamais vous avez des questions.
monsieur, excusez-moi, si j'ai bien compris, pour PM1, ça va être le fond. Et pour PM2, ça va être les deux berges, c'est ça? Oui, D'accord. donc c'est les deux berges. En fait, puisqu'ils ont la même pente et ainsi de suite, on peut, On normalement, on va peut, calculer une et multiplier fois deux. voilà, en fait, on peut prévoir autant de zones nillifium à n différents que, ok, autant de zones qu'on a de n différents. Non, mais dans ce cas, on a le même. Voilà, on a de n, donc on a deux, on peut multiplier par deux, les n de la même forme. Si jamais par exemple la de la pente c'est pas la même, ok. Alors il faut vraiment différencier entre ADPM ou, en fait, ok, Oui, oui, c'est clair, c'est clair. c'est bon, très bien. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, on est en train de faire l'exercice. Très bien.
Oui, pour la pente de 1 sur 2, c'est 0,5, non? la pente de 1, 0,5. Bon, si 2. 0,8, ça donne pas 1 et 2, ça donne Non, 0, 1,5, 2, non? non, 0,8, c'est la pente longitudinale. Non, c'est rien, tu oublies le 1 sur 2, tu oublies ce rapport. La pente, normalement, c'est 0,8%. 0,8, mais la pente d'il le parement, c'est en fait pour déterminer la longueur d'il les berges. La largeur d'il les berges. Ah oui, oui, d'accord. حيث كاين عندك deux pentes, la pente qui va définir la section transversale ou la pente dans le sens de l'écoulement. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Très bien.
que c'est bon? On peut faire la correction? Si nous disposons un petit peu de temps, on aimerait avoir un temps. 5 minutes. Ok. C'est bon, on peut commencer la correction? C'est bon, on peut enchaîner. Ok. Bon. On va commencer ensemble la correction.
Donc déjà pour les formules, donc on va en quelque sorte pour avoir de la forme de la section ici. Donc en fait voilà la forme de la section d'Yana. Donc PM1 ça va être égal à combien? 4. Non, en fonction de H. PM1 oui justement c'est Ah, PM1. d'accord. PM1 c'est 4 effectivement c'est C'est 4. ça, oui. Oui c'est 4 tout au long quel que soit H. Il est indépendant de Voilà, H. c'est ça. Ok, PM1 il est indépendant de H. PM2 ça va être égal à combien? J'ai trouvé 4,006. Non, il doit être en fonction de H. Bien sûr, parce que on doit juste calculer. En fait, ça va être 4 plus les deux parties qui vont être. Non, excusez-moi. PM égale à H sur sinus alpha. H, bon, H sur sinus alpha, mais alpha, je n'ai alpha. Donc normalement, Alpha. Ça va être tangente moins 1 de 0,8. tangente moins 1 ديال non ماشي 0,8 لأن شنو عندكم هنا في لا بونت هنا عندكم 2 horizontal pour un H vertical يعني إلا كان عندكم H vertical هنايا vous aurez هنايا 2 fois H ياك متفقين معايا Non, mais vous avez dit que la pente est de 0,08. Non, la pente, j'ai dit ben la pente c'est en fait la pente machine pardon 0,08 dans le sens longitudinal, machine la section. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez compris? La pente dont je parle, c'est la pente longitudinale. Mais la section, ah, moi les pentes de la section transversalement. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez compris? H, I, il est quand dans l'équation de Manin, et il y a le maf, le sens de l'écoulement dialogue. D'accord. Ok, donc mais le PM H, donc si j'ai H هنايا, je vais calculer la largeur يعني شنو هو PM1 هي هاد la valeur ياك تفقي معايا هي هاد la pente la partie inclinée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, donc PM2 ça va être. هادي هي voilà دابا هنايا c'est هادي هي en fait si vous voulez هادي هي PM2 ok. En fait, PM2 ça va être H. Ça, non, هادي H, donc on a H, ok. هادي هي H ديالنا وهاد لا سميتها هاد la distance c'est tout simplement 2 fois H. Voilà, c'est ça, le double. Voilà, لأن كنمشيو 1 vertical, 2 horizontal. Donc pour aller هنايا من هنا لهنا on est allé 1 vertical, donc on va aller 2 horizontal. هنا c'est 2H, هنا c'est H, ok. Donc, had la PM1, c'est tout simplement racine carrée, le théorème de Pythagore, voilà. Ça va être 4h carré, 2h au carré, ok. 5H carré. Plus, en fait, h carré. Ça va être tout simplement racine de 5 fois h, ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Racine de 5 fois h, c'est-à-dire il y a PM à de la distance par le théorème de Pythagore. Donc هنا en fait on vient vers Excel. هنا en fait c'est racine de 5 ياك racine de 5 fois h. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous avez compris القضية? Oui, oui, c'est juste formule de Pythagore. Voilà, justement. Donc, هنايا le PM, c'est tout simplement la somme ديال هذا fois 2 لأن عندي 2 PM, oui.
de PM2 il y a F6. Ok. Donc, il y a la formule ديالنا en fait ديال PM. Le N équivalent, on a dit بأنه c'est هذا c'est 4 fois N1, ok, plus 2 fois PM2 fois N2 divisé par PM total et G6. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris de la formule que je viens d'écrire? Est-ce qu'on a déjà vu cette formule? Oui, c'est la formule l'hnéa, c'est de la formule. Je viens de dire, il y a de la formule ديال هذه, donc c'est ça. C'est PM1 sur PM total lorsque j'ai dit que le coefficient de ruguosité en fait, c'est la moyenne pondérée par le périmètre mouillé. Est-ce que vous vous rappelez ou là? Alors, je l'ai dit lorsque j'étais en train d'expliquer le cours. J'ai dit en fait le coefficient de Manin équivalent de la section, c'est le coefficient de Manin moyen pondéré, c'est la moyenne pondérée, il y a les coefficients de Manin pondérés par le périmètre mouillé. Ça veut dire il a quand même le périmètre mouillé. Je fais la moyenne pondérée, c'est-à-dire la somme des PMI fois NI sur la somme des PM. Sur la somme des PMI. C'est ce que j'ai fait ici. Est-ce que c'est bon là? Non, si vous pouvez refaire, merci. Ok. Donc j'ai déjà dit, il a dit un lit qui est composé de plusieurs zones. On dit maintenant un coefficient de manif les berges, on dit un coefficient de manif le fond, le lit mineur. Donc pour calculer, on a généralement des coefficients de manine différents. Pour le calculer, le coefficient de manine que je vais introduire, faire l'équation de manine, l'effet à 1 sur n, le n c'est en fait le coefficient de manine pondéré par le périmètre mouillé. J'ai déjà dit la variable associée n, il y a le périmètre. Ça veut dire plus le périmètre il est grand, plus la résistance il va être grande. Plus la zone est en contact avec la roche, donc plus la participation de n, ça va augmenter. Donc là, on fait le PM1, c'est-à-dire la partie de le périmètre mouillé, les en contact de l'eau fait le N1, je le multiplie par PM1 fois N1. Et je multiplie PM3 par N3 et PM2 par N2 et je fais la somme et je divise par le PM total pour avoir une moyenne. Et là, le périmètre moyen total. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Qu'il le dise, comme ça je réexplique. Donc c'est bon, Yak? Est-ce que c'est bon? Oui. Très bien. Donc là, on va appliquer de la formule. Donc on dit PM1 c'est 4, il y a le périmètre mouillé de le fond. Je vais le multiplier par N1 dialo. Yak? Je vais rajouter, bon, si vous voulez, gars, je peux carrément faire comme ça. Yak? Je vais faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça carrément. Je vais faire PM3. Taïa. Donc, j'ai PM3, Léa égale à PM2. Fad al donc, et je fais carrément N1, donc N2, c'est la même chose. Donc, je vais faire la somme. Il y a les différents PM. Donc, c'est G6. Donc, je fais la somme. Il y a les PM. Le N équivalent, ça va être tout simplement le PM1, c'est en fait 4 fois
N1 dialo F4 plus le PM2 fois N2 dialo les N2. De même, PM3 taille c'est N2. Et je divise par le PM total, les H6. Ok, j'ai le coefficient équivalent. Vous voyez bien, en fait, le n équivalent, c'est-à-dire le n qui va être introduit dans l'équation de Manin, alors il est différent, mais qui n'est pas constant, la participation, la participation de l'héberge, lorsque H est moindre, la participation de l'héberge est faible. Donc la moyenne va être 0,04 0,03. C'est pour ça on a 0,39. Ok. La plus grande partie elle est touchée par le fond. Voilà. قدما H كيتزاد وقدما حنا كنقربوا من 0,03. Ok, vous voyez. La participation de l'héberge elle augmente avec l'augmentation de H. La partie en contact de l'héberge avec l'eau, il augmente. Est-ce que c'est bon? Mzian. Donc par rapport par la partie en fait pour le calcul de l'AM, ça va être la section mouillée, c'est-à-dire le trapèze, ça va être combien? À votre avis? Ça va être combien? La section, ça va être la plus grande, la petite base fois la grande base fois H sur 2. Voilà, exactement. Donc, donc en fait, la petite base. Ça va être toujours 4. PM1. Donc c'est PM1, oui. Attention, on a dit PM1, et on a dit que c'est fixe. Donc on peut, donc PM1 fait de hala, mais c'est toujours, ok. Fait de hala, c'est PM1, c'est 4, ok. Plus. Donc ça va être tout simplement plus. La partie shal, c'est 2 fois H, yak. Oui. Donc ça va être la grande base, la petite base. Donc la grande base, ça va être combien? C'est toujours PM1. Plus PM1. Plus, en fait c'est pas PM1, mais plus ça les zones. Plus ça les deux parties, il y a 2 fois H. Voilà, ça va être 4H plus PM1. 4H plus PM1. Voilà, 4H plus PM1, exactement. C'est 4H, donc, ok, 4H, les mains de la partie, de la zone, ou de la zone. Plus, il y a 4, ou donc ça nous donne, là, donc on va la multiplier ensuite par, H, et on va diviser le tout sur 2. Le tout sur 2. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Donc ça nous donne PM. Voilà, ça nous donne PM. RH, c'est tout simplement, ça va être A sur P. C'est A sur PM. Donc AM divisé par PM. Total, donc ça nous donne RH. Donc voilà le RH d'Ienna. Très bien. Ensuite, QH, ça va être la formule de Manin, c'est 1 sur N. Donc c'est 1 divisé par N, équivalent, yak, fois fois A, fois la section mouillée, fois RH 2 sur 3. à la puissance 2 sur 3, donc c'est K6 à la puissance, en fait à la puissance 2 sur 3, oui, fois la racine de la pente. Fois racine de la pente, Léa 0,08. Ok. F4. Oui. C'est bon, ça nous donne le débit. Vous avez pris 0,008, pas 0,08. Là, en fait, on a 0,8. 0,8%. Ah oui, d'accord. 0,8%, on va la transformer en mètre par mètre. Oui, oui, c'est bon. Ok, donc là, ça nous donne 0,08. Voilà. Donc, ensuite, on a la courbe de tarage.
Donc la courbe de Tarrage qu'on va dessiner en fait, ça va être Q en fonction de H. Donc là, pour la formule, on peut dresser la courbe de Tarrage ديالنا. Donc là, normalement, je vais supprimer à désirer. Non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, ok. Donc, on va l'autre truc. Donc là, on va mettre, par exemple, donc là, je vais insérer la courbe de Tarrage ديالي. Donc en fait, c'est ماشي هاد la série, mais c'est plutôt هاد la série. Vous voyez la courbe de Tarrage? Est-ce que c'est bon? Donc, à partir, donc on a dit, on veut déterminer le PHE qui correspond à un débit de 20. Rangiou là de la courbe. On va lire 20. Donc, le pas du temps est un peu, donc entre ça et ça. Donc, on va un petit peu diminuer le pas le calcul. Donc là, on peut aller 0,1 باش يبان لنا 20. Donc, c'est entre ça et ça. C'est aux alentours de 1,05 et quelques. Ok? Donc, c'est la formule avec laquelle on va calculer la khat. Sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle, la valeur cible. Donc, la valeur cible, c'est par exemple, vous voulez définir de la valeur cible, vous allez normalement donner, yak. Quand vous utilisez analyser scénario, vous faites valeur cible, c'est-à-dire quelle est la valeur, c'est-à-dire la cellule à définir, yak, il y a le débit, la valeur à atteindre, ça va être 20, yak, ou la valeur à modifier, ça va être H. Donc, il va chercher jusqu'à, vous voyez bien, la hauteur le PHE, c'est en fait 1,281. Est-ce que c'est bon pour la manipulation de la valeur cible? Oui. C'est bon, donc ça nous donne. Est-ce qu'on peut revenir sur le N équivalent une petite, Oui. Le N équivalent, comment on a pu le déterminer. Donc en fait, j'ai dit le n équivalent, le n équivalent, c'est la moyenne des n liens tout au long de la section pondérée par le périmètre mouillé. La moyenne le marjah les n, mais le poids de pondération c'est le PM. C'est la somme des PMI fois NI sur la somme des PMI. Ok? Ça s'appelle la moyenne pondérée. Comme une moyenne pondérée, il y a n'importe quel ensemble de points, qui est un ensemble de points, et vous essayez de déterminer la moyenne pondérée d'yalom. La pondération, c'est grandeur. Par exemple, la moyenne, si vous utilisez par exemple le centre de gravité l'élément, l'ensemble des points, c'est tout simplement la moyenne pondérée par la masse. Vous utilisez la Mais la différence de calcul entre N équivalent et PM, comment PM, c'est en fait la zone qui est en contact avec le mar. PM, c'est un périmètre, c'est une distance. Ok? PM, c'est une distance. Le PM, c'est-à-dire la partie en contact avec l'eau. Oui, je sais. On a calculé PM1, je vois. PM2, je vois. PM3 et PM, c'est comment on a fait la somme? PM, c'est la somme. PM, c'est la somme en fait. Ah, d'accord. PM, c'est la somme. On baisse quand dire un équivalent, c'est la moyenne. يعني كنشدو كل PM كنضربو في ان اي ديالو وكنديفيزو على PM total. Pour avoir la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, en fait,
ملي كتكون عندنا une grandeur pondérée par une autre grandeur الا بغينا لا موين كنديروا البرودوي ديال لي كل وحده ديال لي دو كوبل وكنديفيزي par la moyenne ديال l'autre يعني ديال l'autre grandeur. Est-ce que c'est bon? Par rapport à l'histoire ديال la moyenne pondérée. J'espère que ça soit bien pour هاد القضيه ديال يعني pour le calcul ديال la courbe de Tarrage. C'est bon? Très bien, donc et là on a nos PHE, et par exemple on va définir la section Diana et on va déterminer par exemple le PHE Diana. Par exemple, la configuration, on peut dessiner par exemple Y, par exemple, plutôt Y et Z. Donc on a Y et Z, donc on va partir, donc la section Diana fait par exemple 0 pour 2, donc 0 ça va être يعني غنبداو par exemple من الفوق هنايا un point A. Par exemple on donne هنايا 0 4 mètres. On va aller par exemple بواحد on va partir مثلا هنايا jusqu'à par exemple 4 mètres par exemple هنايا c'est par exemple on va partir jusqu'à là 10 mètres Y. On a allé 10 mètres donc on va descendre يعني ب 5. Donc on est parti 10, donc là on peut aller par exemple 8, comme ça on va descendre le 0, donc on va نمشيو بال 4 mètres يعني نكونوا في 12 وغنبقاو toujours في 0. On va aller 8, donc j'ai pas compris cette partie, est-ce que ça signifie Y et Z? غير pour dessiner la section Y هو هذا و Z هو هذا. D'accord. غير pour dessiner la section ديالنا. Donc ça va être 4 par exemple, on va dessiner de la section Diana. Et pour un petit peu, pour la représentation ça fait. Donc là j'ai par exemple, on peut représenter de la section Diana. Donc voilà, ok. Ensuite, on peut reporter le niveau de PHE. Par exemple, la deuxième série, ça va représenter le PHE, donc le PHE de la configuration, ça va être PHE, ça va être tout simplement 1,281. Donc, et on va garder la même valeur, donc, et ensuite, on va ajouter le niveau de PHE. Ok, vous voyez une fois le niveau de PHE? Donc là, on a essayé un petit peu de dessiner le niveau de PHE. هذا le niveau de PHE, le niveau ديال les plus hautes eaux, c'est-à-dire le niveau d'eau. بعد ملي غنديرو la conception ديالنا, on doit placer le pont chez بلاصه les plus grandes que هاد البلاصه. OK, plus haute que هاد البلاصه. Est-ce que c'est bon? Oui, et une question si vous permettez. Pour le débit, par exemple, vous avez donné dans cet exercice 20. Oui. 20 mètres cubes par seconde. Et cette donnée, bien sûr, c'est considéré comme donnée maximale, c'est ça? Non, la donnée en fait, c'est pour ça. Donc j'ai fait un rappel sur le calcul hydraulique, mais j'ai pas fait malheureusement un rappel sur le calcul hydrologique. Normalement, la quantité de débit, les c'est une quantité à déterminer par un calcul hydrologique. Ok. Bon, en tout cas, puisque vous avez dit qu'on doit placer par exemple le pont au-dessus de PHE, oui. C'est-à-dire que ça ne doit pas déborder, c'est-à-dire que ça doit être le débit maximal qui va nous donner la hauteur maximale du cours d'eau, c'est ça? Voilà, si vous voulez, normalement, le choix de la valeur de débit, c'est un débit qui est donné pour une période de retour donnée. Il y a un maître d'ouvrage qui est dit comme voilà, j'accepte pas de la route qu'on coupait pour un débit donné. Par exemple, pour un débit qui revient chaque 100 ans, une coupure. Donc, je vais calculer le débit, une période de retour centenale. En fait, c'est par l'hydrologie que je peux calculer je peux calculer le débit de l'occurrence, les fixé par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il me fixe de l'occurrence, de la période de retour. Et moi, par mes compétences en matière d'hydrologie, j'essaye de calculer la valeur de le débit.
Une fois que j'ai calculé la valeur de le débit, je procède au calcul hydraulique et je calcule le niveau d'eau qui correspond le débit de période de retour fixé par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est la personne pour laquelle on construit le pont. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Et pour l'estimation du débit, normalement c'est un cours d'hydrologie, donc on utilise plusieurs méthodes, la méthode statistique, les méthodes empiriques et ainsi de suite pour quantifier la quantité d'eau qui va passer le point de franchissement d'Iana. Ensuite l'hydraulique c'est ce qu'on vient de faire. Est-ce que c'est bon? Parfait. En fait, il y a un logiciel de calcul. On a fait une configuration plus simple. On a une configuration plus simple dans laquelle, en quelque sorte, on a simplifié la section. Mais pour les sections compliquées, les conditions d'écoulement fermé ne sont pas des conditions uniformes pour lesquelles on ne peut pas utiliser l'équation de Manin, ou là pour lesquelles la section elle est irrégulière et les calculs devient complexe, il devient plutôt compliqué. Donc là, on peut utiliser ce qu'on appelle le logiciel ECRAS. Donc c'est un logiciel qui permet de faire l'analyse hydraulique. Donc je vais faire un petit aperçu là de le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est gratuit. Donc c'est un logiciel qui est développé par l'US Army. Donc c'est l'armée américaine pour l'analyse les écoulements à surface libre. Donc là c'est l'écoulement à surface libre, c'est le cas d'Yannahnaya. Donc je sais pas, le logiciel, il est où? Donc là, est-ce que je l'ai installé? Oui, voilà. Donc là, c'est le logiciel qui permet de faire le calcul hydraulique. Donc le calcul hydraulique, ce qu'on vient de faire, on peut utiliser le logiciel ECRAS. Je vous recommande de l'apprendre. C'est un logiciel EWA gratuit et qui permet de modéliser les écoulements à surface libre, de tenir compte de tout ce qui est pont. On peut y insérer un pont. Donc vous voyez la fenêtre, il y a le logiciel. Donc je peux ouvrir, il y a déjà un dossier déjà sur lequel j'ai déjà travaillé. Donc là on peut ouvrir un dossier. Donc là, c'est pas souvent. Ok, je vais aller sur D. Par exemple, là, c'est un projet qu'on a, sur lequel on a travaillé. Donc là, le logiciel, vous le définissez, malheureusement, je sais pas, là, voilà. Vous lui définissez plusieurs sections. Vous lui définissez les sections d'IRCOM et les sections d'écoulement. C'est donc je fais un zoom là, une zone. Vous voyez bien le sens de l'écoulement. Loi de l'Indi. Donc c'est les sections. Si je veux visualiser les sections d'Yali, voilà la section de l'écoulement. Donc la section de l'écoulement, elle a une forme un peu bizarroïde. Donc c'est une forme un peu compliquée. Donc quand on dit une forme un peu compliquée, que je vais définir par un ensemble de coordonnées x, y, je peux définir des coefficients de Manin différents, plusieurs zones. Donc si je fais un zoom là de la section, vous voyez on a indiqué plusieurs coefficients de Manin. D'abord c'est le coefficient de Manin. On a un 003 par exemple, on a un 0022, on a un 003 avec une section d'écoulement un peu particulière. L'IFA par exemple 1600 mètres, c'est un cours d'eau très important. On a un bzaf il y a des irrégularités. Je le modélise avec le logiciel. Je peux par exemple, montrer d'autres sections. Donc en fait, on peut montrer d'autres sections. Pour voir, donc on peut avoir des sections qui changent, la section qui change. Par exemple, il y a plusieurs sections. Par exemple, je prends de la section. Vous voyez, il y a de la section, il y a de la forme. Ou il y a de la section, il y a de la forme. Donc la section, il change. Donc je peux faire les calculs avec plusieurs sections. Donc c'est une section, c'est une section. Je définis plusieurs sections. Je peux définir
l'analyse pour plusieurs dB, je peux définir un dB, je définis un seul dB, mais je peux définir plusieurs dB. Donc, j'ai défini plusieurs dB. Je peux faire les calculs d'y aller. Donc, je lance les calculs, par exemple, et ça va me donner le PHE tout au long d'y aller, l'écoulement d'y aller. Ça va me donner la valeur d'y aller, les caractéristiques de dB tout au long de l'écoulement. Une fois que le calcul termine, donc là, il a terminé le calcul, donc je peux visualiser les résultats d'Yaoli par section. Voilà l'écoulement qui change. Donc là, je peux visualiser une coupe longitudinale. Donc là, c'est en fait ça. Donc vous voyez, j'ai le niveau d'eau et j'ai le fond le cours de Diali. C'est en fait, vous voyez donc le profil le cours d'eau. Je peux également voir une visualisation en 3D. Bon, c'est un peu 3D, c'est pas très vous voyez, donc il y a l'écoulement. Donc là, je peux faire sortir les résultats. Donc là, j'ai les résultats par section. La abscisse, j'ai le débit, j'ai le fond, j'ai la valeur de la section Water Surface Elevation, j'ai la valeur critique et j'ai la vitesse, j'ai la largeur, j'ai la section mouillée et j'ai la largeur au miroir, c'est-à-dire la largeur au miroir de l'écoulement et la longueur de le plan d'eau. Donc c'est à ce niveau-là que j'ai de la longueur. Donc c'est la largeur, ça va me donner le niveau d'eau, le PHE, c'est le PHE, c'est la largeur, le plan d'eau, c'est la section mouillée. Donc, les résultats, en même temps, je peux également modéliser, le pont. Par exemple, j'ai déjà modélisé le pont Naya. Donc, j'ai, par exemple, le pont d'Yana. On peut modéliser le pont. En fait, on peut visualiser le pont. Donc, la géométrie, on peut introduire le pont. Vous voyez de la partie en gris, c'est-à-dire la zone où il est implanté le pont d'Yana. Donc là, c'est la zone où il est implanté le pont. Donc, c'est le pont implanté. On peut visualiser le pont. Et on peut introduire le pont d'Yana. On va voir quand même comment on va définir voilà, on peut modéliser le pont d'Yana pour voir quel est l'impact le pont à l'écoulement et on fait le calcul. En fait, on peut faire les calculs. On fait les calculs flow logiciel et ça va nous donner en fait les résultats qui sont relatifs le pont et comment ça fonctionne notre pont. Donc on peut voilà et on peut visualiser le pont. Donc on a par exemple le pont, il est un peu submergé. Donc vous voyez à ce niveau-là, le pont, il est submergé, donc on doit en quelque sorte revoir de la conception le pont, il faut le surélever ou bien on faut rajouter, on peut ajouter des petits dallots, des petits pertuis et ainsi de suite. Ok. Donc là c'est une présentation globale de logiciel. Je vous laisse le soin de le découvrir après. Ici, vous avez des questions par rapport, malheureusement, le temps ne permet pas de faire tout. On a 35 heures dans lesquelles on doit faire 3 cours. Donc, bon, le temps ne permet pas de le faire. Pour télécharger le logiciel, il suffit d'aller sur Google. Pardon. Bon, je viens de partager le lien sur le groupe, le lien de téléchargement du logiciel. Très bien, donc c'est bon, merci. Donc là, vous pouvez télécharger le logiciel ECRAS à partir de le site officiel de l'US Army sans problème. Donc c'est un logiciel gratuit. Vous avez c'est un logiciel qui fait bzaf, il y a les fonctionnalités
كاين فيه la modélisation ديال لي دالو, la modélisation ديال le pont, la prise en compte كاع ديال des géométries complexes ديال en plan ديال les écoulements. OK. Donc c'est ce que j'ai prévu pour la partie hydraulique. C'était un rappel pour vous. Bon, ça doit être un rappel. Malheureusement, c'est... Oui? Pour la pente, est-ce que c'est une fois c'est-à-dire on choisit notre site pour faire le pont, une fois on choisit donc la pente c'est déjà... Oui, justement. Là, lorsqu'on définit la zone, les effets, par exemple, le tracé routier, ou quand on définit la zone, les implantes à faire l'ouvrage, normalement, là, quand on a un levé topographique. Ou à partir, quand on a le levé topographique, il y a une partie de l'oued, ou à partir de le levé topographique, alors on détermine la pente. OK? On va déterminer la pente, mais s'il vous plaît, c'est la pente longitudinale. C'est-à-dire la pente, la pente ديال الواد. ماشي la pente ديال les berges. La pente ديال les berges, هي اللي كنديرو في la section transversale. En fait, la section transversale, on la représente par un ensemble de points. X, Y, Z. يعني كتكون عندي une coupe ديال الواد tout au long que je vais modéliser pour déterminer des caractéristiques ديال l'écoulement في ديك la zone. Est-ce que c'est bon par rapport à la partie hydraulique? Avant de passer à la suite de la conception, c'est bon. Très bien.